Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Les décideurs de la gestion, bonjour, vendredi, fin de matinée. Nous faisons le point sur l'actualité économique et financière et nous essayons d'ajuster les stratégies, en tout cas, ou de proposer des stratégies nouvelles. Alors, j'ai à mes côtés Malik Hadouk. Bonjour Malik. Bonjour. Vous êtes donc, c'est une première dans cette émission, un des responsables de la gestion de CPR. Vous faites précisément quoi? Gestion diversifiée. La gestion diversifiée, ça tombe très bien. On va pouvoir parler de tout ça. Alors, premier chapitre, l'actualité. Alors, un petit point sur les tendances de l'été. L'été va se terminer bientôt, la semaine prochaine. Donc, un petit tour peut-être d'abord des zones économiques. Qu'est-ce qui s'est passé cet été? Comment vous le voyez surtout? Tout à fait. Alors, cet été, les marchés ont été plutôt calmes. C'est une bonne nouvelle. On avait été. C'est nouveau, d'une certaine manière. À l'exception de quelques événements un peu douloureux en Égypte et en Syrie, les marchés ont été plutôt calmes. Et la bonne surprise de l'été, ça a été le retour d'un certain dynamisme dans la zone euro, avec la zone euro qui sort officiellement de la récession au cours du deuxième trimestre. C'est un peu presque une surprise, quoi. On l'espérait au premier trimestre, on s'est dit on va toucher le fond de la piscine au premier semestre, et puis on a douté un petit peu. Et là, maintenant, on a douté, et là on a eu des chiffres qui ont confirmé cette sortie de récession, avec de bonnes nouvelles, notamment en provenance des pays périphériques, mais aussi de la France, qui a été la grande surprise de cet été. Ça a été la surprise, c'est que l'Allemagne ou l'Europe du Nord ne surprenait pas, mais la France, on était un peu plus inquiets. A surpris positivement. Donc l'Europe. L'Europe, et ça s'est concrétisé sur les marchés boursiers européens qui ont signé la plus belle performance de l'été. Et ce qui est plus intéressant, c'est que cette hausse des marchés boursiers actions a été en phase avec une normalisation des taux longs qui ont poursuivi leur remontée tout au long de l'été. On fait peut-être le tour du monde avant d'attaquer cette histoire des taux longs, c'est qui est centrale, bien entendu. Alors, donc l'Europe, les États-Unis, confirmation d'une reprise pas très très forte, mais existante. Non, il y a une confirmation et les derniers chiffres ont confirmé que les États-Unis étaient sur une bonne pente. C'est-à-dire que tous les indicateurs PMI ont même surpris à la hausse. On a un marché du travail qui reste très dynamique, un marché de l'immobilier qui reste fort. Donc là aussi, on a de bonnes surprises. En fait, les coupes budgétaires semblent aujourd'hui derrière nous. Leur impact, en tout cas, sont limités. On craignait les coupes budgétaires automatiques et en réalité, on rétablit quelques équilibres. Le déficit budgétaire se réduit très sensiblement, sans drame. Et l'économie semble, en tout cas, avoir passé le cap de ces coupes budgétaires. On traverse le Pacifique. Alors l'accident de l'été, ce sont les marchés émergents. Mais ce n'est pas une surprise parce que historiquement, les marchés émergents ont toujours souffert lorsque la politique monétaire américaine se modifiait fortement. Et c'est ce qu'on a vu au cours de l'été, c'est-à-dire, on y reviendra, une hausse des taux longs américains suite aux déclarations de Bernanke sur la probable sortie du QE au cours des 9 prochains mois. Et donc, les taux américains ont monté, le différentiel entre les taux américains et les taux des différents pays émergents se réduit, donc les investisseurs sortent des pays. Alors on s'arrête un peu sur les émergents. Les émergents, il y a trois choses. Il y a les valorisations boursières, il y a l'économie, peut-être l'économie, les valorisations boursières, et puis les monnaies et les taux d'intérêt. Oui, mais pour résumer, vous avez raison, il y a ces trois éléments qui jouent, mais l'élément central, c'est que les flux de capitaux, en fait, sont ressortis des marchés émergents au cours de l'été. On a eu 3 années belles de souscriptions fortes sur les marchés émergents, parce qu'il y avait un redémarrage de l'économie mondiale, mais aujourd'hui, ce dont on se rend compte, c'est que la croissance, en tout cas le différentiel de croissance entre les économies développées et les économies émergentes, globalement, parce qu'il y a des cas bien sûr bien spécifiques, se réduit. Donc ça, c'est un avantage aujourd'hui pour s'investir plutôt sur les économies développées, les marchés actions des économies développées, que les marchés actions des économies émergentes. Donc un petit point juste sur le Japon. Le Japon, la surprise continue, je dirais. Voilà. Est-ce que le Japon est de retour ? Ça, c'est la question que tout le monde se pose. Nous, on continue à penser que, en tout cas, les
les interventions, que ce soit de la Banque centrale ou les réformes qui vont être annoncées au mois d'octobre par le Premier ministre Abe vont dans le bon sens. Donc il faut rester positionné sur le marché japonais qui depuis quelques semaines, en tout cas au cours de l'été, n'a pas bien performé parce qu'il avait très bien performé précédemment. Voilà, il y a eu une légère correction, mais le marché japonais reste... Ceux qui avaient pris le train ont fait de très bonnes affaires. Donc ceci explique cela. Alors les taux, qu'est-ce qui s'est passé cet été ? Les taux, on a eu la poursuite de la normalisation, c'est-à-dire que la hausse des taux longs. Après le discours de Bernanke qui affirmait qu'il y aurait probablement au mois de septembre une réduction des achats de la Banque centrale américaine. On n'est quand même pas dans la version de politique, on est dans la réduction. La continuité, tout à fait. Voilà, on est toujours en expansion monétaire. Voilà. Maintenant, tout le monde attend la réunion du 17 et 18 septembre prochain sur le montant de la réduction des achats d'actifs. Le consensus avant le rapport de l'emploi de vendredi dernier était plutôt vers 20 milliards. Oui. Là, on est plutôt vers 10-15 milliards parce que le rapport a été moins satisfaisant qu'anticipé. Mais est-ce que les taux longs, les taux longs qui ont remonté partout, et notamment évidemment aux États-Unis, en Europe, derrière l'Allemagne, est-ce qu'une partie du travail est fait ? C'est-à-dire que quand Bernanke ou son successeur effectivement changera vraiment de politique, est-ce qu'il y a beaucoup à perdre sur les obligations ou est-ce qu'il y a encore un potentiel élevé de hausse des taux pour vous ? Non, je crois que le gros succès de la Fed, c'est justement sa communication qui a permis une normalisation sans excès, pour l'instant, des taux longs. Et ce qui est une chose tout à fait satisfaisante. En effet, la question qui se pose, est-ce qu'aujourd'hui, cette remontée des taux peut enrayer la reprise de la croissance économique mondiale ou stopper brutalement la remontée des marchés actions ? Non, on vient de niveaux très très bas. Et lorsqu'on regarde les niveaux qu'on atteint aujourd'hui, on est proche des 3% sur les taux américains, on se rapproche du taux de croissance, du taux observé long terme. Voilà. Observé long terme sur la croissance américaine. On a 2,5% de croissance projetée pour 2013, plus une inflation à 1,5%, on se rapproche des 4%, donc les taux devraient se situer... Donc une bonne partie du chemin sur les taux longs a été fait, et quand la Réserve fédérale interviendra, on n'a pas de crack, quoi. Vous ne craignez pas le crack ? On ne craint pas de crack parce que la Banque centrale, en plus, la communication de la Fed a été très précise, c'est-à-dire que sa réaction se fera en fonction aussi des futurs chiffres économiques. S'il s'avérait que la croissance ralentit, la Fed a annoncé qu'elle pourrait reprendre ses achats. D'où la bonne nouvelle d'un marché du travail un peu moins dynamique la semaine dernière, où effectivement... Pour certains investisseurs, c'est la bonne nouvelle, mais plus l'économie américaine est forte, mieux... Oui, à terme les fausses bonnes nouvelles se payent. Alors, un mot des matières premières. Ce qu'on a observé cet été, c'est que malgré le bruit de bottes syrien, malgré tous les problèmes au Proche-Orient, le pétrole n'a pas flambé. Il n'a pas baissé, mais il n'a pas flambé. Comment vous voyez ça ? Il n'a pas flambé parce que vous savez, on achète au coup du canon et on vend une fois que l'opération est faite. Mais c'est vrai qu'il y a eu des tensions quand même sur les prix du baril. Et puis le prix des matières premières, c'est plutôt très sensible à ce qui se passe dans les marchés émergents et notamment en Chine. Il y avait eu une décélération, une crainte d'une décélération forte en Chine, ce qui avait pesé sur les prix des matières premières. Les derniers chiffres économiques en provenance de Chine sont plutôt rassurants. On va plutôt vers une stabilisation. Une stabilisation après une flambée. Donc on est plutôt dans un régime de matières premières plutôt basse qui pourrait reprendre leur hausse. Donc il n'y a pas de crainte Il n'y a pas de crainte particulière. Et les matières premières comme classe d'actifs, c'est quelque chose que vous regardez ? Aujourd'hui, après la baisse qui est concomitante à celle qu'ont subi les marchés actions, c'est une classe d'actifs aujourd'hui qu'il faut regarder de nouveau. Bien, alors deuxième chapitre, gestion. Alors gestion, on a fait le tour. So what ? Alors quels sont les concepts que vous conseilleriez de suivre aujourd'hui ? On parlera d'allocation ensuite. Quel est le concept que vous Alors suivez ? Le concept, c'est qu'aujourd'hui, il faut plutôt, à notre avis, être positionné sur les marchés de la zone euro, parce qu'il y a un dynamisme économique qui est un peu plus porteur que celui qu'on a sur les États-Unis. Oui, plus on vient ça, c'est côté. Voilà. Donc puis il y a un retard à combler par rapport au marché américain. On sort de récession. Les valorisations sont beaucoup plus basses qu'aux États-Unis. Donc en relatif, il y a encore à capter une hausse de la valorisation, puisqu'on a eu une expansion des PE au cours de l'été, parce que les résultats d'entreprises, notamment aux États-Unis, ont été plutôt mitigés. Mais aujourd'hui, ce à quoi on assiste, c'est que les analyses sont plutôt
à même de réviser à la hausse leurs estimations en Europe. À la hausse, en Europe. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve qu'il y a un indicateur important, c'est les flux. Depuis le début de l'année, les Américains ont quand même investi plus de 60 milliards sur le marché européen. Oui, c'est un vote de confiance, à mon avis. C'est à peu près le niveau qu'on avait atteint en 1977. Donc les Américains sont plus positifs sur la problématique de la crise des dettes souveraines en Europe qui semble petit à petit se résoudre, même si on a des incertitudes encore politiques en Italie. On a un cas aussi qui pose problème, c'est le Portugal qui pourrait avoir besoin à nouveau de financement. Et puis les estimations de bénéfices, on était à 0 sur 2012. Là, on va plutôt vers 4% pour la fin 2013, pardon, excusez-moi. Et surtout, les estimations pour 2014, c'est 2 chiffres, on est plutôt à 12%. Donc, malgré la hausse, en fait, les taux de capitalisation des bénéfices n'ont pas beaucoup monté en Europe. Donc d'abord l'Europe, d'abord les actions. Oui, non, mais... Alors, sur les obligations, on reste à l'écart pour l'instant. Vous êtes à l'écart de à peu près toutes les classes. De toutes les classes, à part, vous dis, le high yield, sur lequel le coût de portage semble encore intéressant. Donc là, on peut, mais il faut y aller en étant couvert du risque de taux. Oui, ça. Alors, le high yield, en plus, il faut le couvrir en risque de taux, donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire directement. Si, il y a des fonds qui permettent de le faire. Il y a des fonds, donc il y a des fonds qui font ça, mais ça demande à la fois de l'analyse financière du débiteur et de couvrir le taux. Donc d'abord l'Europe, ensuite... le Japon. Ensuite le Japon. Donc le Japon peut être... Vous jouez les recoveries, donc, si on oui, peut tout dire. À fait. De toute façon, on est dans une recovery. Dans les pays développés, à part les États-Unis qui depuis 1 an et demi connaissent un rebond de la croissance, vous avez l'Europe qui sort de la récession, et puis vous avez le Japon. Alors certains vous diront, on ne croit pas du tout au Japon, c'est une histoire ancienne, ça fait 20 ans que les Japonais ont essayé. Il y a eu des faux départs. Voilà, mais il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est aujourd'hui un faux départ. Nous, on considère, on lit les chiffres, on regarde les différentes déclarations des officiels japonais, et même ce matin, la Banque centrale a relevé encore ses prévisions sur l'économie. Maintenant, il y a un point important, c'est, vous savez qu'on a parlé de 3 flèches pour la politique japonaise. La première, c'était l'intervention de la Banque centrale, qui a été faite puisqu'elle a... Ils ont sorti le bazooka, pour une fois. La deuxième, c'était venir soutenir l'économie par une dépense publique un peu plus importante. Et la troisième, et qui est la plus importante aujourd'hui et qu'attendent les investisseurs, ce qui explique que le marché japonais, depuis quelque temps, est un peu plutôt stable, c'est les réformes structurelles. Les fameuses réformes structurelles. Le marché du travail, la fiscalité, est-ce qu'on remonte la TVA ou pas en début d'année, même si la Banque centrale a dit que si la TVA venait à être remontée et que ça impacter l'économie, la consommation, elle redonnerait un peu de jus à l'économie. Mais effectivement, on attend ça. Bon, il y a eu un petit phénomène sur les Jeux Olympiques, mais on attend les réformes. Oui, quand même. Moralement, c'est très important. C'est très important après Fukushima, on l'a souvent souligné. Alors ça, c'est les 2 concepts. Le troisième, vous en avez dit un mot, les matières premières. Vous recommencez à regarder? Oui, on recommence à regarder, oui. Il y a eu une baisse assez conséquente. Et aujourd'hui, si on croit à la stabilisation de l'économie chinoise, qui est le principal acheteur de matières premières, surtout que les Chinois se sont lancés dans un programme d'infrastructure assez important, ça devrait aujourd'hui redonner de la visibilité sur le prix des matières premières. Et puis la croissance économique mondiale s'accélérant un peu aux États-Unis, en Europe, ça devrait aussi entraîner... Après la baisse, la stabilisation, et après la stabilisation, peut-être un petit rebond. Un mot de l'or. Qu'est-ce que vous en dites, vous? Non, l'or, on n'y est pas dessus. L'or, il faut y aller quand on a des incertitudes mondiales, quand on a un risque géopolitique, quand on a l'inflation qui repart. Aujourd'hui, l'inflation, on n'a rien de tout ça. Donc aujourd'hui, l'or, c'est plutôt de la spéculation quand les investisseurs ont des doutes ou des incertitudes. On se place sur l'or. Donc non, on ne joue pas l'or à l'heure actuelle. Et donc à l'intérieur de ces valeurs européennes, il y a des concepts que vous appuyez plus, des secteurs, des idées? Oui, en s'exposant sur le marché européen, aujourd'hui on s'expose sur les valeurs décotées, comme on s'expose sur les marchés décotés, on va aller s'exposer à nouveau sur les valeurs décotées qui ont surperformé les valeurs de croissance depuis 3 ans. C'est-à-dire les cycliques. Exactement, les cycliques, les financières. La consommation chez nous, si j'ose dire.
Et les financières. Alors, les financières, c'est toujours un grand sujet parce que... Les assurances, voilà, les assureurs. L'assurance, est-ce que c'est aussi votre sentiment de dire que c'est une très bonne conjoncture pour l'assurance, des taux qui remontent mais légèrement, des marchés donc effectivement... Oui, effectivement, c'est ces secteurs-là qu'il faut jouer avec les secteurs cycliques. Alors, juste un mot pour conclure cette première partie de l'émission, l'analyse. Une approche d'allocation d'actifs. Alors, une approche d'allocation d'actifs, elle est très simple aujourd'hui. C'est une bonne nouvelle. Compte tenu de l'environnement, je vous dirais, elle est très simple, mais il y a 5 événements majeurs qui peuvent venir dérayer tout cela. L'allocation d'actifs aujourd'hui, c'est orienté fortement action, avec une sensibilité obligatoire très très faible. Donc une exposition sur les obligations qui est vraiment très très faible. Comme vous dites, on couvre le risque de taux ou on est sur du très court. Voilà. Si on est sur les taux, on est sur du très court. Mais sur la partie obligataire, on favorise plutôt, comme je vous l'ai dit, le high yield. Mais le high yield couvert. Le high yield couvert en risque de taux, oui, voilà. Tout à fait. Donc action et donc sur les grandes zones, puisque vous jouez d'abord l'Europe. Zone euro et la zone japonaise. On pense que le marché américain aujourd'hui est arrivé à son top. C'est-à-dire qu'on peut aller rechercher un record au-dessus de 1700, mais la progression sera limitée d'ici la fin de l'année. Donc les grands flux, justement, américains, peuvent favoriser l'Europe. C'est ce que ça a commencé de faire, comme vous le disiez. Exactement. Ça s'est accéléré au cours de l'été, d'ailleurs. Alors justement, vous dites 5 risques. 5 risques. C'est quoi les 5 risques? Il y a un risque qu'on ne peut pas évaluer, c'est le risque syrien. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Oui, syrien, voire iranien à ce moment-là. Oui, c'est toute... l'instabilité géopolitique au niveau de la région les conséquences seraient sur le prix du pétrole et donc ces impacts sur un redressement de l'économie mondiale. Parce qu'un prix du pétrole à 150, 160 en cas de crise majeure, voilà. Le deuxième risque, mais je pense que là, il est beaucoup moins fort, c'est ce que va annoncer la Fed le 17 et 18 septembre. Voilà. Je pense qu'elle ne peut pas surprendre les marchés. C'est-à-dire qu'ayant annoncé pas mal, elle peut... Voilà, je pense qu'elle ira dans sa lignée, un rachat de 10 milliards. Plutôt 10 et 15 milliards, voilà, c'est ce que le marché attend. Il y a un troisième risque, celui-là qui est plus important, dont on a moins parlé et qui concerne les États-Unis là aussi parce qu'il y a eu la crise syrienne, c'est tous les débats qui va reprendre sur la dette publique américaine. Oui. Puisque le 15 octobre, on arrive au plafond de la dette et donc les discussions vont reprendre entre les démocrates et les républicains et là ça va être du marchandage. Vous me donnez c'est Washington, donc là on sait que et on signe au dernier moment, voire le lendemain du dernier moment. Donc là il y aurait un peu de tension. Il pourrait y avoir un peu de tension et de retour de la volatilité sur les marchés. Sur la zone euro, principalement, il y a un risque, c'est l'Italie, avec Silvio Berlusconi qui pourrait mettre ses menaces à exécution en retirant sa confiance au gouvernement de coalition. Et puis on a le Portugal qui reste quand même un maillon faible aujourd'hui sur la première ligne. On garde ces 5 risques, mais on joue les actions et d'abord les actions européennes. C'est ça que je conclue. Non, on joue les actions parce qu'on est plutôt optimiste et il y a un dynamisme qui se met en place. Par contre, il faut avoir à l'esprit que c'est un risque, le 5e. J'en termine par là. C'est les élections législatives en Allemagne le 22 septembre. On ne devrait pas avoir de surprise. La question, c'est quel sera le poids des écologies. Oui, ça c'est... Dans le scrutin et la coalition qui pourrait se mettre en place. Qui peut être considérée comme un frein à la croissance, les fameuses taxes dont on parle beaucoup en France. Taxes écologiques. Bien, ce sera le mot de la fin. Malik, merci beaucoup. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit, et rendez-vous en cliquant sur le lien voisin sur le même site pour l'application pratique de ce qu'on vient de dire. Les décideurs de la gestion s'engagent, les conseils. Au revoir.